Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Publication à venir. Numéro 4 au juin 2022 Risque énorme. Numéro 5 au février 2023 Sécurité, défense et résilience. Les cahiers Risque et Résilience, C2R, sont une revue généraliste de référence en gestion de crise et en résilience des organisations. Les cahiers ont été créés en 2019 par Gilles Thénault et Nicolas Dufour, dans le but d'apporter une forte contribution aux recherches, tous secteurs et branches confondus. Les cahiers sont soutenus par le Centre d'investigation et de recherche en résilience des organisations, CIRERO, site web de l'association, www.résilience-organisationnelle.com. L'ambition des cahiers est de publier des articles originaux de chercheurs, d'enseignants et de responsables et professionnels en organisation. Son objectif est de permettre aux chercheurs de communiquer, d'échanger et de soumettre aux critiques leurs réflexions. C2R s'adresse aux enseignants, aux chercheurs et aux étudiants désireux de se tenir au courant de l'évolution en gestion des risques et en résilience des organisations. Les cahiers Risques et Résilience sont une revue qui publie des articles indépendants et des cahiers spéciaux sur les thèmes suivants: la gestion des risques, la gestion des crises, la résilience individuelle et collective, la résilience des systèmes et ingénierie, la résilience des organisations. C2R est composé d'un comité scientifique et d'un comité éditorial qui fait œuvre de comité de lecture composé de professeurs des universités et de docteurs habilités à diriger des recherches et de quelques professionnels experts dans leur domaine. Les cahiers publient 1 ou 2 numéros par an, auquel peut s'ajouter un numéro spécial. Chaque numéro comporte entre 6 et 8 articles. C2R sera disponible chez tout revendeur, en librairie ou sur les sites spécialisés. Comité de rédaction. Comité scientifique. Éditorial. Nous sommes heureux de vous proposer ce numéro spécial de notre revue, Les cahiers Risques et Résilience. Je me joins au comité éditorial pour vous partager toute notre reconnaissance pour la qualité des articles qui composent ce numéro. Un important travail a été proposé par la direction de la recherche de l'An Normandie, et je remercie tout particulièrement Sylvaine Castellano pour les nombreux échanges. En effet, cette école a proposé 5 des 10 papiers qui composent ce numéro. Je tiens également à remercier les équipes de CIRERO qui ont travaillé sur la crise épidémique, Sylvain Delarue, Guy Coninx, Max Moulin, Marianne Mal pour leurs nombreux apports à ce champ de réflexion. Le 16 mars 2020, c'est le jour où la France est entrée en guerre, où nous avons pris conscience de la pandémie qui ne s'appelait pas encore la Covid-19. Le jour où nos vies quotidiennes et professionnelles ont été bousculées, la crise sanitaire mondiale est devenue réelle. Elle a engendré dans les mois suivants une crise économique. Face à cette rupture, nous avons tous changé, nos entreprises aussi. La pandémie de la Covid-19 continue d'avoir un impact catastrophique partout dans le monde. Cette crise sanitaire et économique nous affecte sur de nombreux plans de nos vies. Nous vivons une période particulièrement difficile et angoissante pour un certain nombre de raisons, et notamment à cause d'un futur incertain devenu de plus en plus complexe qui pèse sur nos épaules. Nous sommes tous préoccupés non seulement par notre santé et le bien-être de nos proches, mais aussi par les répercussions que cette crise pourrait avoir sur le court, moyen et long terme en ce qui concerne l'emploi et les marchés financiers. Face aux puissances de l'imprévisible, à cette incertitude perpétuelle qui nous secoue, nous doutons, nous perdons confiance et nous nous fragilisons. Théorie générale de la résilience appliquée à la crise du coronavirus. Une théorie générale de la résilience ne peut que s'enrichir de l'expérience de la crise sanitaire actuelle, crise systémique de type complexe ou qualifiée de hors cadre ou imprévisible. En termes de management, la théorie générale de la résilience s'applique mieux à une organisation devenue agile qu'à une organisation pyramidale, rigide ou centralisée, appelée à affaiblir ses différentes forces internes et sa capacité d'adaptation. Premier rapport, mise en œuvre de points communs. Une théorie générale de la résilience passe par la mise en œuvre de points communs et par une connaissance fine du possible, par rapport à ce qui ne l'est pas. Elle appartient et doit être conduite par un décideur ayant 3 qualités indispensables, ou une véritable volonté ou courage politique, que sont l'autorité,
la capacité à définir une stratégie ou un cap, et à communiquer entre toutes les parties prenantes du point commun. La théorie générale de la résilience conduit à une temporalité du traitement concret de la crise systémique complexe qui connaît 3 étapes dans la gestion de crise. L'immédiateté d'une crise qui a surpris, la sortie progressive de la crise et la reconstruction du système d'après. L'objet est de se reconstruire autour d'un possible effet de domino, une résilience de la résilience, née d'une crise systémique complexe dont l'engrenage peut affaiblir certains éléments liés à la complexité du système, et peut conduire à d'autres crises systémiques de nature différente, mais au cœur desquelles l'être humain est dominant en l'occurrence. Deuxième apport, un effet domino des crises. Ce type de crise extrême met en avant de nombreux signaux faibles qui doivent être pris en compte pour mieux comprendre l'événement. La crise du coronavirus est une crise à répétition avec l'apparition de plusieurs vagues, mais aussi une crise alimentaire par déstabilisation des circuits classiques, notamment par la rupture d'un chaînon dans la production ou l'approvisionnement. Des turbulences qui sont associées à une crise de subsistance autour du pouvoir d'achat, crise sociale ou d'un appauvrissement généralisé, une crise des réseaux ou une crise numérique, tout aussi inattendue sur certains points de vulnérabilité systémique, comme des cyberattaques. L'organisation de chacun des 3 types possibles de résilience, macro, méso, micro, est appelée à reproduire le système qui s'organise en toute logique en silo, et finalement témoigne de l'absence de points communs en raison de l'impréparation révélée par la crise actuelle malgré les plans successifs. Précisons qu'une planification a des avantages certains, en lien avec une autorité reconnue selon le niveau d'organisation concerné. Les retours d'expérience sont utiles pour les ajuster, les rectifier ou les mettre à jour, surtout pour les organisations complexes. Encore faut-il que la mise en œuvre du plan et de ses retours d'expérience successifs soit parfaitement assurée, ce qui exige une mémoire ou une traçabilité, une responsabilisation des décideurs et une professionnalisation de la sécurité nationale, concept à prendre au sens large. Dans une reconstruction du système, de la responsabilisation individuelle, de l'espace territorial adéquat, de l'architecture institutionnelle et des séquences temporelles, toute résilience est limitée par sa forme et perd toute efficacité quand elle est organisée en silos, c'est-à-dire sans courroie de transmission sur le plan macro-méso-micro, évidence de la nécessité du point commun. Troisième apport, un schéma de déstructuration. Comment expliquer ce schéma déstructuré et déstructurant se retrouvant dans toute organisation publique ou privée au point de créer des mini-sociétés, qui réduit l'efficacité de toute résilience organisationnelle et nationale, celle du système. Une sorte d'entropie mentale, subliminale des organisations nées des habitudes ou influençant les comportements pouvant nuire à la pérennité de l'organisation par l'effet du désintérêt, de l'absence de motivation, de pression en tout genre ou de sens à sa vie, décelable tant sur un plan national que dans une entité, fût-elle une simple association. L'organisation en silo montre ses limites, doublée d'une édification statutaire bloquante pour toute initiative, car celle-ci organise la rétention de l'information, et tire le processus décisionnel. Silos et statuts avec toute leur raideur conduisent à une complexité croissante, et s'épaulent mutuellement en créant une rigidité protectionniste, non négociable menaçant la résilience. Autrement dit, la nature même du lien hiérarchique et sa complexité, résultante des silos et des statuts, conduisent à neutraliser toute vision stratégique d'une organisation, et à neutraliser ou effacer le point commun entre le sommet et la base, entre la résilience nationale, RN, et la résilience organisationnelle, RO. La ligne hiérarchique perd de son sens par la verticalité accentuée du pouvoir, car elle est devenue binaire, voire répressive. Le contrôle s'appuie dès lors sur la seule efficacité comptable, en l'absence de tout mode de coordination, voire de dialogue constructif ou interactif. Quatrième apport. Une fonction de chef. La fonction de chef ne s'improvise pas mais s'acquiert, se pratique par l'entraînement et surtout se juge sur le terrain. En principe le rôle des DRH ou des actionnaires selon des qualités retenues, autorité, capacité à définir une stratégie ou un cap, mais également reconnue, mise en confiance. Dès lors, cette fonction est importante pour préciser les conditions des déconfinements progressifs, dont les conditions d'accueil des salariés ou et du public reposent sur une mise en confiance, donc sur la force ou la visibilité de points communs. Ce dernier est fonction directe de la mise en confiance. La confiance doit s'installer entre toutes les parties prenantes du système.
Elle est liée à la responsabilisation individuelle, mais aussi à celle collective des chefs d'établissement ou d'entreprise. Le dialogue et la communication s'inscrivent tant à partir des exigences de la base, bottom-up, que des conditions de l'offre sécurisée du sommet, top-down. 5e apport. Une recherche de supervision. La supervision de la résilience nationale ou la recherche de ce point commun ne peuvent pas émaner de ou être confiées à la seule technostructure qui devient alors juge et partie. Dans une organisation en silo ou sous statut, la technostructure obéit à ses propres règles internes, statuts et silos, vit en autarcie en une atomisation néfaste pour l'intérêt général et priorise d'abord, ou en général, ses propres intérêts, tout comme chaque individu. Mais quid de l'intérêt général ? La coordination ou le point commun doivent être recherchés par une supervision externe, ce qui évite tout conflit d'intérêts, ou supervision coordonnée capable d'ajustement mutuel ou hybride. Cette supervision externe est une sorte de résilience organisationnelle supérieure ou suprême, capable de trouver le point commun, d'assurer le fonctionnement de la chaîne de commandement et de diminuer les risques de toute impréparation. Toute organisation complexe peut-elle s'adapter à son environnement ? Il n'en est pas certain, de sorte que la théorie recherche le meilleur management en gestion de crise pour diminuer les risques inhérents à toute organisation. La complexité organisationnelle est plutôt un frein à l'adaptation de la dite organisation, chaque élément la composant, silo ou statut, faisant de la résistance au changement par peur de perdre ses avantages ou par simple peur du changement, anxiété. 6e apport. Agir face aux crises systémiques complexes. Toute crise systémique de type complexe assure le point commun entre la résilience nationale, RN, et la résilience organisationnelle appliquée, RO, par une mise en conformité distribuée entre tous les acteurs. L'identification du point commun entre les résiliences et la reconnaissance d'une supervision externe conduit à prévoir la rupture possible au sein du système complexe, au plan territorial ou local, pour chacune des chaînes élémentaires du système affaibli par la crise ou autre crise potentielle qui s'y rajoute. La substitution des unités de production identifiées préalablement, ou en amont de la crise, possède la capacité de répondre au plus vite et au plus près à la rareté des éléments, équipements ou outils utiles sur le plan local pour maintenir la continuité de ces chaînes sans dépendre de l'extérieur du territoire considéré. 7e apport. Identification des outils de la résilience. Toute crise systémique de type complexe doit identifier les outils nécessaires et procéder à la mobilisation pour les produire sur le territoire à partir des unités préalablement recensées. La théorie générale de la résilience gagnerait en apport autour de la recherche et la définition du point commun, ou point d'équilibre, sans aucun doute. Elle repose sur la mobilisation de toutes les intelligences, économiques, juridiques, sociales, mais aussi trouvant son appui sur l'intelligence artificielle et les plateformes numériques. Elle vise la simplification des circuits décisionnaires dans l'organisation, pour atteindre une meilleure résilience. Sachant que le point commun est une fonction directe de toutes les contingences d'environnement auxquelles telle ou telle organisation est soumise, l'organisation doit être capable de discerner ce point commun, ou point d'équilibre, selon l'importance qu'elle donne à l'engagement de chacun de ses différents stakeholders ou parties prenantes identifiées pour la bonne exécution de son projet. 8e apport. Une recherche de l'adaptation. Les éléments de communication et les modes de management et de relation entre la résilience organisationnelle et la résilience nationale au niveau micro, méso ou macro, sont une configuration pour simplifier la complexité et arriver à un compromis accepté par chacun. Le fait de dégager les responsabilités de chacun pour comprendre les défauts, pertes, gaspillages et goulots d'étranglement entre les services. Souvent ce sont les négligences involontaires qui nuisent à la construction de la résilience. Bien entendu, ceci oblige de sortir des préjugés classiques, des a priori, de stéréotypes, bref d'idées ou de biais reçus qui multiplient les difficultés pour atteindre cette recherche adaptative. L'adaptation repose alors sur la définition d'un cap précis, d'un objectif clairement défini, communiqué en toute transparence, et sur les qualités humaines d'un chef ou une personne décisionnaire, consciente de ses responsabilités tant à l'égard de ses troupes, la base du point commun, et de l'organisation qu'il sert ou qu'il emploie, le sommet du point commun. L'adaptation commence par la compréhension du constat présent,
Pourquoi l'organisation, l'État a failli au début de la crise, ce que tout le monde reconnaît? Ce n'est pas une négation de l'État, mais bien au contraire un souci de l'améliorer. Pourquoi la communication entre le sommet et la base, à 2 niveaux, s'est fragilisée? Manque de transparence? S'agit-il d'une incohérence ou d'une absence de coordination entre les différents intervenants impliqués, chacun réagissant en silo? La problématique n'est pas nouvelle. Elle repose pour toute organisation en termes de management, verticalité par métier ou secteur, ou horizontalité, selon la logistique, de l'organisation pour améliorer son efficacité. À ceci s'ajoutent donc les schémas ou les stéréotypes, parfois binaires et sans nuance, bien ancrés, et font l'impasse sur la connaissance des valeurs humaines et décisionnaires. Une réponse donnée par une théorie générale de la résilience. Face au défi de l'agilité dans l'action collective entre le sommet et la base de l'organisation, il faut identifier là où les ruptures de la chaîne de commandement, donc du processus de prise de décision. À cette fin, nous proposons d'inclure le suivi du cycle de l'information essentielle ou stratégique et de le diffuser. Mais aussi il doit évaluer les degrés de confiance et d'esprit de dialogue entre la résilience nationale, le sommet, et la résilience organisationnelle, la base, ce qui revient à évaluer la transformation digitale de l'organisation autour d'écosystèmes de confiance. Ce défi est cardinal dans la perspective de vagues successives et de nombreuses mutations du virus, ainsi que l'existence d'autres tensions perceptibles qui apparaissent dans le domaine social ou sanitaire hors virus, autres soins négligés, dans le domaine économique, travail partiel et reprise lente notamment chez tous les indépendants, à un niveau humain, difficultés avec le télétravail, peur du virus, affronter la reprise et dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. La résilience opérationnelle globale répond au schéma mettant en interaction le macro et micro, l'échelon méso s'y intégrant avec ses parties prenantes. Il est également nécessaire lors de la dernière étape de faire un benchmarking avec les expériences d'autres pays sur leur manière de vivre la crise sanitaire et d'appréhender le point commun de leur résilience nationale et territoriale. La théorie générale de la résilience a ainsi un excellent focus d'observation avec la crise actuelle que personne n'attendait. Cela permet une meilleure compréhension du sommet comme de la base, et dans une analyse dialectique le point commun entre le macro et le micro pour saisir le cœur de la résilience organisationnelle. Dans ce cahier, vous trouverez plusieurs articles qui traitent de la crise épidémique, comment envisager cette crise au regard des réflexions données par la résilience appliquée aux organisations. Dans le premier article, pour les chercheurs Sylvain Castellano, Insaf Keladi, Mehmet Orhan, Judith Partouche, Saeder Reza Evesal, Rossella Sorio, la pandémie a créé un contexte de stress extrême que les individus ont dû apprendre à gérer, notamment durant le confinement. Cette situation inédite à l'échelle mondiale permet de mieux appréhender le concept de résilience et comprendre les stratégies de coping adoptées par les individus. Dans le second article, la chercheuse Brigitte Pereira porte sa réflexion sur la protection de la santé physique et morale des salariés. Une évolution concernant l'obligation de sécurité à laquelle tout employeur est tenu à l'égard des salariés prend son sens avec la crise sanitaire. L'employeur se trouve désormais contraint d'appréhender cette évolution à travers le risque de contamination des salariés, et une nouvelle organisation se met en place. Dans l'article suivant, les réflexions de la chercheuse Sarah Alves portent sur la confiance interpersonnelle qui revêt des composantes cognitives et affectives. Cette confiance se construit de façon dynamique où la proximité entre les individus a toute son importance. Or, la crise de la Covid-19 a contraint de nombreuses organisations à adopter le télétravail du jour au lendemain et à fonctionner sous forme d'équipe virtuelle. Dans ce contexte, que devient la confiance? Christine Bernada cherche à connaître le contenu et les sentiments autour du terme résilience à la suite du premier confinement français et tel qu'exprimé sur le web et les principaux médias sociaux. Cette recherche montre que le terme résilience semble être devenu au mode à la suite du déconfinement, que la résilience semble être perçue comme un processus dans lequel il faut faire face et qu'il faut renforcer et que le sentiment global, lorsqu'un sentiment est exprimé, est plutôt positif quelle que soit la source. L'article suivant des chercheurs Delphine Minchella et Edward Vinsot traite de la dangerosité et des modes de transmission qui sont mal cernés,
la question de l'hygiène des espaces de travail s'est subitement retrouvée au cœur des préoccupations des organisations. Quelles réponses les entreprises prestataires du secteur de l'hygiène ont-elles été alors en mesure d'apporter à leurs clients ? Comment la relation prestataire-donneur d'ordre a-t-elle évolué lors du premier confinement, soit au plus fort de l'incertitude ? Nicolas Dufour propose une étude selon la manière dont certaines crises, en raison de leur caractère particulièrement extrême, conduisent à remettre en cause le savoir acquis en gestion de crise. Les principaux enseignements d'un tel article sont d'interroger la capacité d'une organisation à concevoir comme vraisemblable une crise. Dès lors qu'un risque donné passe de l'inconcevable à la notion de vraisemblable, la cellule de crise peut alors entrevoir les moyens de fédérer l'organisation en vue de gérer une situation extrême. Pour le chercheur Gérard Desmaisons, les entrepreneurs ont été particulièrement touchés pendant la crise sanitaire de 2020. L'Observatoire du rebond a évalué l'impact de la crise par une enquête auprès de 280 entrepreneurs accompagnés par l'association 60 000 rebonds. Les résultats montrent étonnamment une amélioration de leur météo au fil du temps. La puissance du trauma post-liquidation, la stigmatisation de l'échec et un accompagnement associatif, basé sur une ingénierie du rebond, renforcent leur résilience et favorisent leur rebond professionnel. Jean-Pierre Briffaut analyse la crise comme un stress test sur la complexité et l'interdépendance des systèmes socio-économiques dont nous sommes dépendants. Les impacts sur la gestion des entreprises sont examinés à l'aune des concepts de résilience, de complexité et de signes noirs. La dimension incertitude de la complexité nécessite dans la période post-crise sanitaire des changements de pratiques managériales. Une autre dimension de la complexité est notre manque de connaissances en particulier dans les phénomènes collectifs. Chez Gilles Brun, face aux différents risques résultant de la tension psychologique engendrée par l'écart entre persona et personnalité, nous savons que l'action du leader est essentielle. Car cette turbulence identitaire peut provoquer une régression d'imago parmi les membres du groupe. L'épidémie de la Covid-19, l'absence de tout entraînement préalable et de toute connaissance des risques psychologiques consécutifs à un confinement de masse d'un pays pendant plusieurs mois associé à des périodes de couvre-feu, a généré une situation inédite. Les collectivités territoriales ont démontré et démontrent encore un niveau élevé de résilience organisationnelle pendant la crise sanitaire, selon Sylvain Delarue. Il est extrêmement difficile de poser un bilan objectif sur la manière dont les pouvoirs publics dans leur ensemble ont piloté cette crise. L'événement Covid-19 a constitué une crise hors cadre qui a activé les ressources de résilience dans les organisations. Cette période a permis de repérer des pratiques favorables à l'expression de cette résilience et interroge aussi certains leviers peu souvent évoqués. Gilles Thénault, rédacteur en chef. Résilience et stratégie de coping durant l'épidémie de la Covid-19 en France. Sylvaine Castellano, M Normandie Business School, Métis Lab. Insaf Keladi, Léonard de Vinci Pôle Universitaire, Research Center. Mehmet Oran, Paris School of Business. Judith Partouche, Paris School of Business. Saeder Reza VESSAL, Paris School of Business. Rossella Sorio, ICN Business School, CEREFIGE, Université de Lorraine. Résumé, la pandémie de la Covid-19 a créé un contexte de stress extrême que les individus ont dû apprendre à gérer, notamment durant le confinement. Cette situation inédite à l'échelle mondiale permet de mieux appréhender le concept de résilience et comprendre les stratégies de coping adoptées par les individus. Les résultats menés auprès de 142 participants en France durant la période de confinement confirment que la résilience est dépendante du contexte. Ils mettent également en avant les facteurs psychosociaux de la tolérance au stress, qui interagissent entre eux au sein des mécanismes de résilience. Enfin, face à la pandémie et au confinement, les individus adoptent principalement des stratégies de coping positives. Ils adoptent une vision réaliste de la situation et se concentrent fortement sur les stratégies centrées sur les problèmes. Mots-clés: résilience, coping, pandémie, Covid France. Abstract: The COVID-19 pandemic has created a context of extreme stress that individuals have had to learn to manage, especially during periods of confinement, lockdown.
This unprecedented global situation provides a better understanding of the concept of resilience and a better sense of the coping strategies adopted by individuals. The results carried out among 142 participants in France during the confinement period confirm that resilience is depend on the context. They also highlight the psychosocial factor of stress tolerance which interact with each other within resilience mechanisms. Finally, faced with the pandemic and lockdown, individuals mainly adopt positive coping strategies. They take a realistic view of the situation and focus on problem-oriented strategies. Keywords: résilience, coping, pandémie, Covid France. 1. Introduction. Le coronavirus a débuté fin 2019 et a depuis affecté des millions d'individus dans le monde. Les conséquences touchent toutes les dimensions de la société, santé, économie, culture, éducation, etc. Usher et al., 2020. La pandémie de la Covid-19, avec les rappels de décès constants sur l'ensemble des médias et les périodes de confinement, a créé un contexte de stress extrême que les individus ont dû apprendre à gérer. Vir et al., 2021. Des travaux récents ont analysé la manière dont les individus réagissent à cette pandémie, avec des comportements très variés, notamment un excès de consommation d'alcool ou de nourriture, une consommation excessive de séries TV et ou films, un comportement de déni que ce soit en lien à la pandémie, mais pas nécessairement, une croyance en certaines théories du complot, mais aussi obéissance aux règles sanitaires, à la distanciation sociale, etc. Piszczynski et al., 2020. Ainsi, les événements stressants de la vie, le traumatisme et l'adversité chronique peuvent avoir des impacts négatifs non négligeables chez l'individu qui peuvent entraîner le développement d'un trouble de stress post-traumatique, ESPT, d'une dépression et d'autres troubles psychiatriques, ou et al., 2013. On trouve par ailleurs que la plupart des individus ne développent pas de telles maladies après avoir vécu des événements de vie stressants, et sont donc considérés comme résilients, ou et al., 2013. La résilience est la capacité de s'adapter avec succès face au stress et à l'adversité. La recherche sur la résilience a commencé il y a environ 60 ans avec les études pionnières de Norman Garmezy, puis les travaux se sont fortement développés au sein de la communauté académique et auprès des professionnels depuis le début des années 2000, Coutu, 2002. La résilience est un concept que l'on retrouve dans de nombreux domaines et disciplines académiques. Elle est désormais utilisée dans les sphères des politiques publiques, académiques et des affaires, Folk, 2016. La résilience peut aussi exister à différents niveaux, notamment l'individu, la famille et la communauté Ungar, 2008. Le coping est une dimension importante du construit plus large qu'est la résilience, Plexico et al., 2019. Durant les 40 dernières années, on assiste à une multiplication des recherches sur le coping dans les domaines de la science comportementale et du social, de la médecine, de la santé publique, de l'éducation, etc. Cet intérêt envers ce phénomène vient en partie du fait que ce concept permettrait d'expliquer pourquoi certains individus réussissent mieux que d'autres à faire face au stress dans leur vie quotidienne. Le concept de coping est relativement récent et fait référence aux efforts cognitifs et comportementaux individuels destinés à gérer des exigences particulières, internes ou externes, qui sont évaluées comme stressantes et excédant les ressources de l'individu, Lazarus et Folkman, 1984. La résilience repose sur des réponses efficaces aux défis environnementaux et à la résistance ultime, aux effets négatifs du stress. Par conséquent, une meilleure compréhension de la résilience est d'une grande pertinence, Wu et al., 2013. Il est par ailleurs nécessaire et important d'analyser la résilience et le coping dans différents contextes. En effet, la culture et le contexte peuvent apporter une meilleure compréhension de ces deux phénomènes, Ungar, 2008, notamment en lien à la Covid-19, Prime et al., 2020. Ainsi, cette étude aborde les processus de résilience et de coping en examinant les différentes stratégies mises en œuvre par les individus lors du premier confinement en France. L'objectif de cet article est d'analyser, durant le confinement, les résiliences et stratégies de coping développées par des personnes confinées. À travers une collecte de données auprès de 142 participants effectuée en France durant le premier confinement, avril-mai 2020,
Nous explorons en particulier les modalités de résilience mises en place par les individus qui font face à une forte période de stress, et développent ainsi diverses stratégies de coping. Dans cet article, nous verrons dans une première partie les fondements théoriques. La partie empirique avec le contexte et les résultats est développée dans une deuxième partie. L'article se termine avec la conclusion qui explore les contributions, implications et voies futures de recherche. 2. Revue de littérature. 2.1. Le concept de résilience. 2.1.1. Définir la résilience. Tout comme la créativité ou la religion, la résilience est l'une des grandes énigmes de la nature humaine, Coutu 2002. La résilience est un construit multidimensionnel complexe avec de nombreux facteurs qui interagissent, notamment la génétique, l'épigénétique, l'environnement, les facteurs psychosociaux, neurochimiques et les circuits neuronaux fonctionnels, qui jouent un rôle essentiel pour une meilleure compréhension de la résilience de manière intégrative. Wu et al. 2013. Ainsi, la complexité du concept se reflète dans la multiplicité et la diversité de ses définitions. De manière générale, la résilience est la capacité et le processus dynamique qui permettent de surmonter de manière adaptative le stress et l'adversité tout en maintenant un fonctionnement psychologique et physique normal. Wu et al. 2013. La résilience reflète également la capacité des personnes, des communautés, des sociétés et des cultures à vivre et à se développer avec le changement, et au sein d'environnements en constante évolution. Folk, 2016. D'autres auteurs ont enrichi la définition de la résilience en intégrant de nouvelles dimensions, approches ou niveaux d'analyse. Ainsi, Ungar 2008 propose une définition de la résilience qui intègre l'influence de la culture et du contexte. Face à une forte adversité, qu'elle soit psychologique, environnementale ou les deux, la résilience est à la fois la capacité des individus à s'orienter vers des ressources de maintien de la santé, y compris des opportunités de ressentir un sentiment de bien-être, et une condition de la famille, de la communauté et de la culture de l'individu pour fournir ces ressources et expériences de santé de manière significative d'un point de vue culturel. Page 225. Par ailleurs, Adger, 2000, définit la résilience sociale comme la capacité des groupes ou des communautés à faire face au stress et aux perturbations externes résultant de changements sociaux, politiques et environnementaux. Enfin, la résilience peut être perçue comme la persistance, l'adaptabilité et la transformabilité de systèmes socio-écologiques adaptatifs complexes. Folk, 2016. 2.1.2. La résilience comme outil managérial. Certains travaux ont montré que des facteurs génétiques contribuent aux réponses résilientes face au stress et à des traumatismes. Wu et al. 2013. Alors que les premiers travaux ont mis en avant la dimension innée de la résilience, les études empiriques ont par la suite démontré que la résilience peut s'apprendre. Coutu, 2002, devenant ainsi un outil managérial. Elle peut aider à survivre et à se remettre des expériences les plus brutales. Coutu, 2002. Selon Ungar 2008, la résilience peut intégrer plusieurs dimensions. 1. Elle peut d'abord désigner des résultats qui vont au-delà de ce qui était initialement prévu. 2. Puis la résilience peut également faire référence à certaines compétences qui sont mises en avant en cas de stress. 3. Enfin, la résilience peut être la résultante positive à un traumatisme subi. Ces trois conceptualisations peuvent se recouper dans la mesure où chacune indique que la résilience se produit en présence d'une forme d'adversité. Ainsi, les personnes résilientes possèdent trois caractéristiques déterminantes. Elles acceptent les réalités auxquelles elles sont confrontées, elles trouvent du sens dans des temps difficiles, et elles ont une grande capacité à s'accommoder aux situations qui se présentent. Coutu 2002. 2.2. Le concept de coping. Le coping se définit comme l'ensemble des processus qu'un individu met en place entre lui-même et un événement perçu comme menaçant, destiné à maîtriser, tolérer ou diminuer l'impact de cet événement sur son bien-être physique et psychologique. Lazarus et Lonier, 1978. Le coping a pour objectif de retrouver un équilibre émotionnel, via des stratégies d'ajustement pouvant être conscientes et inconscientes. 2.2.1. Les différents modèles du coping. Dans le modèle transactionnel du stress et du coping, Lazarus et Folkman, 1984,
La réponse à un événement stressant est très variable, prenant ainsi en compte la dimension psychique du stress. Selon Pollan et Bourgeois, 1995, ce modèle se distingue des autres théories, car il ne cherche pas à décrire les réactions de stress par les événements auxquels le sujet est exposé, mais par la façon dont il gère la situation. Pollan et Bourgeois, 1995, souligne également que certains psychologues ont proposé un modèle cognitif, motivationnel et relationnel, analysant la perception et la réduction du stress comme un processus cognitif, dont l'émotion ressentie, positive ou négative, serait la conséquence. Enfin, Endler et Parker, 1990, précisent que dans l'approche processuelle du stress et du coping, ce dernier est conceptualisé comme une réponse à des exigences environnementales et psychologiques lors de situations stressantes particulières. Ainsi, la notion d'évaluation de l'événement dans le processus d'apparition et de gestion du stress est au cœur de ce modèle, Folkman et Lazarus, 1980. L'individu ressent du stress lorsqu'il est confronté à une situation susceptible de mettre en danger son bien-être, Pollan et Bourgeois, 1995. Ce modèle se veut donc multidimensionnel et interactionniste, privilégiant le rôle des interactions entre les facteurs affectifs, cognitifs, sociaux et physiologiques dans l'impact d'un événement stressant sur l'organisme. Cela signifie donc que le stress ne dépend pas seulement de l'individu et de la situation, mais d'une transaction entre l'individu et son environnement, durant laquelle il évalue le caractère nuisible de l'événement en fonction des ressources dont il dispose pour y faire face. C'est cette transaction qui débouchera sur une charge émotionnelle subjective et potentielle. Selon Krantz, 1983, le stress naît de l'interaction entre l'individu, la nature de l'événement, le contexte social et l'appréhension des ressources du coping. 2.2.2 Stratégie de coping. Lazarus et Folkman, 1984, ont suggéré l'existence de deux types de stratégies de coping. Les stratégies centrées sur les problèmes, ex, résolution de problèmes, et celles axées sur les émotions, ex, recherche de soutien émotionnel, humour. Carver et al., 1989, ont suggéré l'existence d'une troisième catégorie, les stratégies d'évitement. Ce sont les actions visant à éviter une expérience stressante, ex, la distraction, le déni, le désengagement ou la consommation de drogue. 2.3. Résilience et stratégie de coping. Selon Masten et Powell, 2003, la résilience fait référence à des modèles d'adaptation positive dans des contextes de risque élevé ou dans l'adversité, page 4. Chaque individu vit des événements stressants et est exposé à un traumatisme à un moment de sa vie. Par conséquent, comprendre comment on peut développer et améliorer la résilience est d'une grande importance non seulement pour promouvoir les mécanismes d'adaptation, mais aussi pour atténuer des mécanismes inadaptés et la réponse au stress entraînant des maladies psychiatriques telles que la dépression et des troubles de stress post-traumatique, Wu et al., 2013. Les stratégies actives de coping, utilisant des techniques comportementales ou psychologiques utilisées pour réduire ou surmonter le stress, ont été liées à la résilience chez les individus, Wu et al., 2013. 3. Partie empirique. 3.1. Le confinement. La dimension inédite de la Covid-19 a été en grande partie expliquée par le confinement. Il a radicalement limité les relations sociales et l'accès aux proches et aux amis, créant une distanciation sociale extrême et inédite. Il a aussi été une source d'angoisse additionnelle, Ahmed et al., 2020. Avec le confinement, certains individus ont été confrontés à des formes de solitude plus élevées, Benke et al., 2020. Ces situations difficiles ont poussé les individus à adopter des stratégies de coping d'évitement, ex, distraction, déni, désengagement ou consommation de drogue, Dawson et Goliani Moghadam 2020. Des comportements parfois déviants, par exemple, augmentation du tabagisme et de la consommation d'alcool, ont également été observés en raison de l'isolement social imposé par le confinement et de ses conséquences en termes d'ennui, de perturbation des routines et de détresse psychologique, Ramnan et al., 2020. 3.2. Collecte de données. Un questionnaire en ligne a été soumis entre avril et mai 2020. Cette étude avait plusieurs objectifs concernant la manière dont les individus réagissent en situation extrême, particulièrement en lien à la pandémie mondiale.
Une question ouverte a été posée pour appréhender les différentes facettes de la résilience en situation de fort stress, pandémie et forte incertitude. Confinement. Quelle est la première chose que vous ferez à la fin du confinement? Par ailleurs, 28 questions ont été posées en lien aux 3 grandes stratégies de coping. Stratégie centrée sur les problèmes, X, résolution de problèmes, celle axée sur les émotions, X, recherche de soutien émotionnel, humour et les stratégies d'évitement. Avant d'analyser les résultats, nous présentons dans le tableau 1 les informations principales liées à la pandémie en France entre avril et juin 2020 pour une mise en perspective des réponses. Un total de 142 répondants a participé à l'enquête entre le 13 avril et le 3 mai 2020. La répartition par genre est comme suit. 89. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.